Valéry Giscard d'Estaing, je ne vous ai jamais rencontré. Nous avons échangé nos premiers mots il y a quelques minutes en entrant dans ce studio. Vous avez souhaité vous entretenir avec moi. Je vous ai demandé, et vous avez accepté, de respecter la règle de mes conversations radiophoniques. Ces règles sont très simples. Je ne vois jamais les personnes que j'accueille avant l'émission. Elles ne sont pas du tout au courant des questions que je peux leur poser. Les choses se passent ainsi, comme peuvent en témoigner Marchais, André Malraux, Krivine, Sanguinetti, Mendès-France, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Nous n'allons pas parler de politique. Ce que je veux, c'est aller à la rencontre de l'homme que vous êtes. Il y a eu, après le débat télévisé qui vous a opposé à François Mitterrand, un sondage, c'est la mode des sondages, qui fait apparaître quelques réflexions, et je les ai notées, ces réflexions. Vous êtes brillant, vous êtes sympathique, convaincant, dynamique, sincère, mais vous êtes moins à l'aise que François Mitterrand, vous êtes moins loyal, moins habile, et puis ce qui m'intéresse aujourd'hui, vous êtes moins humain. Moins humain, voilà la question. Pourquoi moins humain? Je pose la question. Oui, je crois que c'est une question d'âge. Ce qu'on appelle l'humain, lorsqu'on porte un jugement sur quelqu'un, c'est le fait qu'il ait connu, enduré, traversé un certain nombre de circonstances. Quand quelqu'un est jeune, on ne dit pas que c'est quelqu'un d'humain, on dit que c'est quelqu'un de sympathique. Et puis c'est ensuite, en effet, plus tard dans l'existence que l'on vous donne cette étiquette d'humain. Je dirais que être moins à l'aise et être sympathique, c'est le signe d'une certaine jeunesse. C'est plus tard qu'on peut mériter le qualificatif d'humain. Vous estimez que vous êtes transformé au cours de cette campagne. Vous avez parlé de vous une fois, mais vous parliez de vous au passé. Et ce qui nous intéresse, ce qui intéresse le téléspectateur, le français, c'est l'homme d'aujourd'hui, l'homme que vous êtes peut-être devenu. Non, je ne me suis pas transformé au cours de cette campagne. Personne ne se transforme en quelques semaines. En faisant des concessions, parfois. Ça, c'est autre chose, ça ne serait pas se transformer. Non, je ne me suis pas transformé parce que ce que j'ai essayé d'être dans cette campagne, ce que je suis dans cette campagne, c'est ce que je suis. Mais l'opinion publique avait de moi une idée différente. Et il était naturel qu'elle ait une idée différente parce qu'elle l'avait au travers de ma fonction. Elle me connaissait comme ministre de l'économie et des finances. Et donc elle me jugeait comme elle estime juger un ministre de l'économie et des finances. Mais d'autres personnes, par exemple mes amis ou mes électeurs en Auvergne, savaient très bien que ce que je suis était différent. Donc je n'ai pas changé au cours de cette campagne. Mais ce qui est différent peut-être, c'est que ma communication avec l'opinion française, elle a changé. Vous êtes polytechnicien, vous êtes énarque, certains disent que vous êtes un ordinateur, vous avez le goût des chiffres. Au début de la campagne, vous étiez Valéry Giscard d'Estaing, ensuite vous étiez Giscard, vous êtes ensuite Valéry. On pourrait penser que si la campagne durait encore, vous iriez tutoyer la France, et je me demande si vous êtes fait pour cette familiarité. Là, ce que j'ai observé au cours de cette campagne, c'est deux mouvements. C'est d'une part un mouvement que j'ai fait en direction de l'opinion publique pour exposer un certain nombre de problèmes, pour établir un certain contact qui s'est établi. Et puis il y a eu un mouvement qui a été fait en sens contraire par l'opinion publique et qui, de son côté, a apporté quelque chose dans cette campagne, a apporté quelque chose à ma rencontre. Je l'ai dit, j'étais très frappé, touché, par exemple, lorsque je sors des salles de réunion par tous ceux qui vous disent « bonne chance ». C'est un mot qu'on adresse à quelqu'un vis-à-vis de qui on établit un lien. La bonne chance, ce n'est pas un mot du langage politique, c'est un mot du langage personnel. Donc je crois que ce contact très direct entre l'opinion publique et le candidat à la présidence de la République, c'est fondamental. Il n'est pas douteux que vous avez de l'ambition, que vous avez le goût de la puissance, que vous avez le goût du pouvoir, et on peut se poser la question pourquoi un homme veut être président de la République, car on le sait, être président de la République, c'est entrer dans le monde de la solitude, dans un désert, c'est être au-dessus de tout le monde, et n'avoir surtout personne au-dessus de soi. Non, vous avez raison. Je ne crois pas, il faut faire attention à ce mot d'ambition. C'est un mot qui est péjoratif. Il vous va bien? Ambition. Je ne le crois pas. Bon, je vais vous surprendre, parce que quelqu'un qui est là, qui est candidat à la présidence de la République, qui le dit à ses compatriotes, naturellement, il exerce une ambition. Seulement, je pense au mot ambition au sens habituel, le jeune homme ambitieux. Je ne suis plus ambitieux dans ce sens-là. Je l'ai été, et je l'ai été notamment lorsque j'étais jeune ministre, parce que j'étais fier de l'être, j'étais conscient de l'autorité que ça vous donnait, du pouvoir que ça vous donnait. Et puis quand j'ai quitté le gouvernement, c'est-à-dire en 1966, j'ai été éloigné du gouvernement pendant 3 ans, et à ce moment-là, j'ai mesuré les limites, en réalité, de l'ambition. Et lorsque je suis revenu au ministère de l'économie et des finances, mon
Mon intention, ça n'était plus l'ambition, ça n'était pas la satisfaction d'être ministre. C'était de mieux faire ce que j'avais fait la première fois, et que j'estimais ne pas avoir fait aussi bien ou assez loin que j'aurais dû le faire à l'époque. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Pompidou devait rester président de la République jusqu'en 1976. Donc il n'y avait pas d'échéance pour l'ambition présidentielle pour personne. C'est un événement qui a été soudain, qui a été frappant. Et il se trouve que j'étais parmi ceux qui devaient se poser la question. Mais je suis conscient, comme vous le dites, du poids de la chose. Non pas conscient parce que j'ai peur d'en être écrasé. J'ai toujours considéré dans l'existence que lorsqu'on veut faire quelque chose, quoi que ce soit, il faut vouloir la chose et accepter les inconvénients de la chose. On ne peut pas vouloir être président de la République et s'effrayer ou se dérober au poids de la fonction, poids qui est effectivement écrasant. Mais ce qui m'intéresse dans cette candidature, ce n'est pas le fait d'être nommé président de la République, c'est le fait d'avoir la chance de faire quelque chose comme président de la République. Et si je peux vous en faire la confidence, lorsque le soir je rentre de ces réunions tard et qu'on pense et qu'on a un moment de tranquillité, je me dis qu'est-ce que je penserais dans quelques années si j'étais élu président de la République? Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais le sentiment véritablement d'avoir accompli quelque chose? Alors c'est ça, si vous voulez, mon ambition. Dimanche, c'est une élection capitale. Mais si c'était une exécution capitale, si vous perdiez, comment réagiriez-vous? D'ailleurs, vous êtes dans la position de l'homme qui veut gagner, qui a gagné même. Nous sommes deux. Tous les deux, vous avez gagné. Tous les deux dans la position d'hommes qui voulons normalement gagner. On le veut vraiment? On le veut vraiment, oui. On le veut vraiment. Je considère, vous avez dit que c'est un choix grave. Oui. Bon, pour moi, c'est un choix grave pour la France. C'est un choix grave pour moi dans une certaine mesure. Mais c'est un choix grave pour la France. Et ça me ferait profondément de l'angoisse et de la peine de voir la France se tromper. C'est dans ce sens-là que c'est un choix grave. Alors je ne raisonne pas en termes de victoire et de défaite. Et je vous dirais, je n'aime pas ce vocabulaire. Il ne s'agit pas d'écraser l'adversaire ou d'être écrasé par lui. Il n'y aura personne de décapité. C'est un choix. Il faut imaginer que la France est sur une route, il y a une bifurcation, qu'elle peut prendre l'une ou l'autre de deux voies. Et si elle choisit l'autre voie, si c'est l'autre voie qu'elle choisit, eh bien la France aura choisi démocratiquement. Et pour moi, je suis quelqu'un qui suis de tempérament et de nature démocratique. Lorsque je dis que je suis libéral, c'est ça que je veux dire. Je respecte le choix des autres. Je vais tout faire pour que la France fasse le bon choix. Tout faire. J'ai fait cette campagne. Je vous parle aujourd'hui et je parlerai encore vendredi pour que la France fasse le bon choix. Mais si elle en fait un autre, je respecterai son choix. Vous avez de l'estime pour votre adversaire? Je considère que c'est un homme très capable et qui mène une campagne qui est une campagne de candidat à la présidence de la République. J'estime, j'ai suivi, peut-être comme vous d'ailleurs, des campagnes dans d'autres grands pays. Et bien cette campagne faite par mon adversaire, c'est une campagne normale, de qualité, d'un candidat à la présidence de la République. Il y a beaucoup d'adjectifs pour vous désigner. On dit avisé, réfléchi, prudent, audacieux. D'ailleurs, prudent, audacieux... Mais ça ne me pense pas. Oui. Il vous manque peut-être d'être un peu maladroit. On dit ça. Moyennant quoi, l'autre jour, dans une émission de télévision, j'ai fait 3 petites erreurs de langage. Mais je n'ai pas refait mon émission. En général, je fais toujours une fois, simplement. Et on m'a dit, ah, vous voyez, vous avez fait 3 erreurs de langage. Alors, il faut à la fois être maladroit et ne pas l'être, si je comprends bien. Non, si vous croyez que je suis adroit, c'est pour une raison simple. Je suis quelqu'un qui fait attention aux choses et aux gens. Parce que je considère que les choses et les êtres, c'est fragile. Et qu'il faut toujours faire très attention. Il ne faut jamais être brutal, il ne faut jamais être brusque, il ne faut jamais trancher dans le vif, comme on le dit. Il faut au contraire faire très attention. Alors quand vous êtes attention, vous êtes ce que l'on appelle adroit. Parce que, en effet, vous évitez les décisions soudaines ou brusques, ou les erreurs, ou les choses qui blessent les êtres. Dans mon ministère, par exemple, au milieu de mes collaborateurs, avec lesquels j'ai travaillé pendant de longues années, j'ai toujours évité qu'il y ait des tensions, des antagonismes. Et lorsque je sentais qu'il en existait, avant la fin de la journée même, j'essayais qu'elles disparaissent. Avez-vous changé de ton en vous disant je serai président de la République, il faut que je sois un autre homme? Et changez-vous de ton en ce moment? Non, je n'ai pas changé alors que nous parlons tous les deux. Non, je n'ai pas changé de ton. Je n'ai pas changé de ton. Si vous voulez, on prend effectivement conscience de quelque chose. C'est d'ailleurs très surprenant, puisque être candidat à la présidence de la République, ça n'est évidemment pas être président de la République. Les 12 que nous étions, voici 15 jours, n'étions pas président de la République. Seulement, comme vous êtes amené à penser à la dimension du problème, et comme lorsque vous parlez aux autres, les autres vous regardent, eux, en se disant c'est peut-être un président de la République, alors vous prenez conscience de quelque chose qui, dans une certaine mesure, vous change. Certains coups vous ont fait mal. Or, nous n'avons jamais vu une trace évidente sur votre visage de ces coups reçus. Êtes-vous insensible? D'abord, c'est peut-être parce que vous n'avez pas bien regardé. J'ai regardé. Bon.
Et ensuite, si vous connaissez la nature humaine, je pense qu'un Vous étiez fier à ce moment-là, mais vous n'étiez pas touché. un homme comme vous qui la connaît, qui J'essaie de connaître. l'étudiez, n'est-ce pas, ceux qui, en effet, ne montrent pas certaines choses, ce ne sont pas les gens insensibles, ce sont les gens très sensibles. Parce que si les gens très sensibles laissent apparaître soit la blessure, soit le sentiment, ils font apparaître beaucoup de blessures ou beaucoup de sentiments. Je suis quelqu'un dont les réactions sont très fortes et dont la sensibilité est très forte. Et c'est pourquoi, en effet, devant certaines blessures qui existent, je suis amené à ne pas les laisser apparaître. Quelqu'un de secret aussi, parce que le Giscard d'avant Giscard, on ne le connaît pas. Non, je ne suis pas quelqu'un de secret. Je suis quelqu'un de réservé. Qui se cache. Non. D'abord, je respecte la loi du secret. Chose fondamentale. Et pour un homme d'État, fondamentale. Je l'ai dit à propos, par exemple, du général de Gaulle. J'ai été, comme ministre, le familier du général de Gaulle, puisque j'avais avec lui une conversation par semaine. Bon, vous avez vu le nombre de mémoires, de citations qui ont été écrites à propos du général de Gaulle. Comme je considérais que c'était des conversations tête à tête avec le chef de l'État, je n'ai jamais utilisé une seule de ces conversations, de ces citations. Vous les utiliserez peut-être un jour. Enfin, le jour où ça ne sera plus utile ou utilisable, je veux dire, si un jour je dois écrire ce qui s'est passé à un certain moment, peut-être le ferai-je, mais certainement pas dans le combat ou dans la lutte politique. Et je crois qu'un homme d'État a le devoir de respecter la loi du secret. Il y a, dans votre période, une suite anecdotique de situations. Il y a eu l'homme au polo vert, il y a eu l'homme qui prenait le métro, il y a eu l'homme qui jouait au football à Chamalières, il y a eu l'accordéoniste, et encore tout récemment, vous étiez au match de rugby qui opposait Béziers à Narbonne. Et je crois savoir que vous êtes beaucoup plus passionné Malheureux Narbonne. Oui. Vous êtes plus passionné de football que de rugby. Alors je me demande si vous êtes battu, si vous irez à la finale de la Coupe de football. Bien sûr, si vous voulez, tout ceci sont des anecdotes. Mais dans ces anecdotes... Oui, mais elles témoignent d'un personnage. Elles témoignent d'un personnage parce qu'on les interprète. Je prends le cadre de mon match de football l'année dernière à Chamalières. On a dit que ça avait été un montage ou quelque chose d'organisé. On pouvait s'enseigner. Les commerçants de la ville, une organisation de commerçants, avaient eu l'idée, à l'occasion de la fête municipale de Chamalières, au début juin, de jeter un défi au conseil municipal. Et mes adjoints m'avaient dit, est-ce que nous relevons le défi? Je dis, bien sûr, nous allons relever le défi et faire ce match. Donc c'était quelque chose de local et de spontané, pas du tout d'apprêté. Mais ce qui est vrai, c'est que je me suis toujours efforcé, et si je suis élu président de la République, je continuerai à m'efforcer de faire que les hommes d'État en France apparaissent comme des êtres plus simples. Nous avons derrière nous une tradition de conventions, de protocoles tout à fait excessive, et qui n'est pas moderne. Car vous savez très bien que dans les autres grands pays, ça n'est pas comme ça. Le fait pour un président des États-Unis d'apparaître en pull vert n'aurait intéressé ou frappé personne. Il n'y a pas de ridicule. Non seulement il n'y a pas de ridicule, mais l'idée que finalement ce sont des hommes comme les autres qui exercent seulement des fonctions plus importantes qui leur sont confiées pour une certaine durée, mais que ce sont des hommes comme les autres, ceci est accepté et jugé normal. Et je souhaite qu'en France, et d'ailleurs j'ai l'idée d'initiative à prendre à cet égard, que le président de la République soit considéré comme quelqu'un d'important, naturellement, de respectable, mais quelqu'un qui, comme être, comme homme, est en réalité un homme comme les autres. Vous êtes raisonnable, Valéry Giscard d'Estaing, mais êtes-vous capable de jeter une passerelle entre la raison et les passions? Je suis beaucoup plus passionné que raisonnable, puisque vous me posez la question. Raisonnablement passionné? Non, je suis beaucoup plus passionné que raisonnable, par nature. Mais lorsqu'il s'agit des choses de la raison, de l'esprit, il faut être raisonnable. Pas très souvent, on mélange les deux. Et il ne faut pas raisonner dans un esprit de passion, par exemple. Il y a le sujet de la passion, la souffrance, le malheur, la solitude, l'affection, ce sont des sujets de passion, il faut être passionné. Et puis il y a au contraire les sujets de la raison, l'organisation de la société, les rapports des uns avec les autres, la façon de faire progresser telle ou telle institution, il faut être raisonnable. Et lorsqu'il s'agit de traiter un sujet raisonnable, il faut le traiter de façon raisonnable. Donc la passion, c'est pour tout ce qui souffre et pour tout ce qui vit, et la raison, c'est pour la solution des problèmes. Vous avez toutes les qualités. Non, je ne dis pas que j'ai toutes les qualités, mais je veux dire, ce sont deux choses qu'il faut constamment éprouver. Et je pense qu'un chef d'État, qu'un président de la République, doit éprouver les deux. Parce qu'il doit avoir le sentiment de la quantité, de l'accumulation de souffrances et de peines de son époque, à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai dit par exemple que la France devait avoir, à mes yeux, une politique étrangère libérale dans le monde. C'est-à-dire une politique qui ait pour objet d'alléger la souffrance des autres, ou de respecter mieux les droits des autres. Bon, eh bien, ça suppose qu'on le sente. Ça ne peut pas se faire uniquement par la raison. La raison peut conduire, au contraire, des politiques plus réalistes. Eh bien, en même temps, je dirais qu'un président de la République doit être un homme raisonnable, surtout en France. C'est-à-dire dans un pays qui est toujours, vous le savez, fragile et sujet à certains emportements ou à certains risques. Comment êtes-vous avec les autres? Fier, hautain?
Je ne le crois pas. C'est à vous de me le Mais dire. vous vous interrogez. Non, je ne le crois pas. Seulement, d'abord, on a son apparence physique. Bon, il se trouve que je suis de grande taille. Responsable ou victime de son physique? Alors, on n'est ni l'un ni l'autre. Sa taille n'est pas pour grand-chose. Je suis quelqu'un de plutôt maigre. Bon, ça me donne une certaine apparence. Je suis ainsi. Mais dans mes rapports personnels, je crois vraiment que mes rapports personnels sont très directs. J'avais raconté d'ailleurs, dans l'émission de télévision où je parlais de moi au moment du premier tour, j'ai passé 1 an et demi de ma vie comme soldat de seconde classe dans un régiment venu d'Afrique du Nord et composé pour l'essentiel d'Africains du Nord. C'est des musulmans d'Algérie qui constituaient. Eh bien, j'ai vécu vraiment dans un milieu qui était un milieu, qui est le milieu actuel, si vous voulez, des travailleurs immigrés en France. Et j'ai eu, avec mes camarades, avec mes amis de l'époque, les rapports les plus simples, les plus directs, et j'en garde un souvenir, qui est un souvenir très fidèle. D'ailleurs, l'un d'entre eux, au début de la campagne électorale, que je n'avais jamais revu depuis, est venu m'apporter une photo qu'il avait prise, je l'ai gardée dans une enveloppe, et on nous voyait tous les deux en 1945. Il y a également les formules. Je veux regarder la France au fond des yeux. Moi, je voudrais savoir ce qu'il y a au fond des yeux de Giscard d'Estaing. Alors les formules, n'est-ce pas, il faut voir que c'est utile. Vous les préparez, les formules, elles ne viennent pas toutes seules. Non, on y réfléchit, on réfléchit à un sujet, et puis tout à coup la formule vient. Mais regardez par exemple quelqu'un, enfin les grands hommes d'État, comme Churchill ou comme Roosevelt, ont toujours cherché des formules. De Gaulle a trouvé des formules. Parce qu'à un certain moment, la formule illustre et permet à la population, à l'opinion, de comprendre quel est l'essentiel ou quelle est la direction qu'on lui propose de choisir. Alors, il se trouve que j'ai eu un certain nombre de formules qui, en effet, ont été connues, comme par exemple... 8 mai. Oui, comme par exemple le 8 mai. Le 8 mai, c'était une chose très simple, c'était l'analyse de la situation politique du moment, et quand j'ai prononcé ce mot, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il ait le succès ou l'écho qu'il a eu par la suite. Vous êtes obligé de reconnaître que vous êtes l'homme d'un milieu, l'homme d'une caste, lorsque vous serez, si vous y êtes, au sommet de votre ambition. Serez-vous capable de dépasser ce milieu et cette caste et sans vous renier? Bon, alors d'une caste, sûrement pas. N'est-ce pas, parce que je dis le mot caste, ça n'est sûrement rien pas. de péjoratif. Milieu, c'est une origine, en effet. D'abord, je n'attache pas beaucoup d'importance, et j'espère que dans la France de demain, on ne s'occupera pas éternellement de l'origine des uns ou des autres. Il n'y a pas de raison d'avoir une espèce de racisme, en réalité, politique ou social, à cet égard. De toute façon, je ne renie jamais ce que je suis. Vous avez dû voir que je n'ai jamais pris une attitude de facilité ou de reniement par rapport à quoi que ce soit, et je ne le ferai pas. Mais par contre, ça ne constitue pas du tout, pour moi, un obstacle ou une différence. D'abord, les choses que je suis, ce que je suis devenu, je le dois pas du tout à une origine. Je le dois à des concours, je le dois à des élections. Bon, à des élections dans une circonscription qui est typiquement populaire, dans un département qui a une majorité socialiste pendant des années. Donc, véritablement, ce que je suis dans la vie politique française vient de ce que j'ai fait, et non pas de l'endroit d'où je viendrai. Et je continuerai par la suite à avoir les rapports, peut-être les plus directs et les plus simples, avec tous ceux avec lesquels j'aurai l'occasion de travailler. Je le sais, vous méditez, vous travaillez seul, et il paraît que lorsque vous travaillez, vous êtes inabordable, concentré, et je ne veux même pas employer d'autres mots. Donc, très concentré. Oui, très concentré, mais ça tient, si vous voulez, à une méthode de travail. Moi, je suis quelqu'un qui essaie d'aller au fond des choses, et qui essaie d'aller relativement vite au fond des choses, parce que je crois qu'il ne faut pas délayer l'analyse d'une situation, on peut être capable de trancher assez vite. D'autre part, quand je fais des discours, je les fais moi-même. Or, vous savez très bien qu'écrire, composer un discours, lorsque vous parlez 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est un très gros travail qui prend du temps. Alors, à ce moment-là, en effet, je me concentre seul, mais c'est une méthode, c'est un choix de travail. Vous êtes tolérant et constant dans votre tolérance? J'ai horreur de l'intolérance. Horreur. D'abord, je crois n'avoir jamais pratiqué l'intolérance, et j'ai horreur de l'intolérance. Et lorsqu'il y a dans une société quelconque la manifestation de l'intolérance, j'ai horreur de cette intolérance. Je dirais même que, vous voyez, au cours des dernières années, dans certains mouvements, dans certaines tendances de la jeunesse française, qui est une jeunesse extraordinairement vivante et capable, c'est pas que nous allons voir arriver au pouvoir, parce que c'est une des caractéristiques de l'époque actuelle. Il y a un trait, par exemple, que j'ai regretté, ou je ne comprends pas, qui est, chez certains d'entre eux, une certaine intolérance. Vous croyez à la méchanceté, à l'agressivité, qui hélas, sont des formes d'aujourd'hui? Oui, hélas, oui. Vous les pratiquez? Pas du tout, non. Vous pouvez être très méchant, vous pouvez être très agressé. Non, j'ai jamais été très méchant. Alors, il peut y avoir chez vous une agressivité rentrée, ce qui est encore pire. Non, je crois vraiment, enfin, très difficile de répondre à des questions pareilles, hein, je crois vraiment n'avoir aucune forme de méchanceté. Je ne crois pas. D'agressivité, je n'en sais rien, parce que tout le monde est véhément, peut s'emporter, naturellement, moi aussi. Mais la méchanceté, c'est-à-dire le désir de blesser, de chercher la partie faible, de faire mal,
c'est vraiment, je crois, quelque chose que je n'ai pas. Votre courtoisie, c'est une politesse ou c'est un alibi? C'est ni l'un ni l'autre. Non, c'est le sens de l'existence des autres. Une victoire, si vous aviez cette victoire lundi, pourrait être également considérée comme une défaite, vous y avez pensé? Moi, je réagis suivant les 50-50, je m'en tiens au dernier sondage. J'ai regretté qu'on donne cette présentation à la campagne présidentielle. Elle est donnée. Oui, elle a été donnée, je crois que c'est une mauvaise action. C'est une mauvaise action, parce qu'il faut bien comprendre que de toute façon, il y a deux candidats dans notre système présidentiel. Et ces deux candidats, l'un aura un peu plus de 50%, l'autre aura un peu moins de 50%, quel qu'il soit. Mais c'est la règle du jeu, ça ne coupe pas la France en deux, c'est la modalité de désignation du président de la République. Et donc l'idée que parce que pour choisir un président de la République, il y a deux candidats, ça veut dire que les Français vont se battre entre eux, c'est à mon avis une très mauvaise présentation et c'est rendre un très mauvais service que de décrire les choses comme celle-là. Dans cette affaire, les Français ne se battent pas les uns contre les autres, ils ont à choisir. Ils ont à choisir entre deux hommes qui représentent deux tendances, deux conceptions de l'avenir politique de la France, mais un choix ne comporte pas, à mes yeux, de victoire ou de défaite. Et par exemple, pour moi, les Français qui ne voteront pas pour moi le 19 mai ne seront pas du tout des Français, donc je me dirais en me réveillant le 20 mai, ces Français ont été vaincus. Je me dirais simplement, ils ont fait un autre choix. Et j'essaierai d'ailleurs par la suite, si je suis élu, de leur faire sentir pourquoi finalement le choix qui a été fait par la majorité des Français était le meilleur. Pour vous, l'important c'est l'Élysée, c'est le couronnement de vos ambitions. Non. Non. Pour moi, ce qui est important, je suis dans une grande confrontation nationale dont je mesure l'ampleur, et je vous dirais c'est très, très impressionnant pour quelqu'un qui n'a pas 50 ans, de se dire que c'est... Vous jouez beaucoup avec votre âge. Non, parce qu'il est là. Vous savez, comme l'autre, n'est-ce pas? L'âge il est toujours là, et puis il est là jusqu'à ce qu'il s'en aille. Alors c'est quand même très important, quand on n'a pas 50 ans, de se dire que l'on représente, pour ses compatriotes, la possibilité d'un choix. Parce qu'il a été très frappant, dans le premier tour de la campagne présidentielle, pour moi, c'est que je n'avais pas d'organisation, pratiquement. Et donc, ceux qui ont voté pour moi, ils ont voté pour m'aider. Ils n'ont pas voté pour le parti un tel ou pour le syndicat un tel. Ils ont voté pour m'aider. Donc il y a eu 8 300 000 personnes qui ont voté pour m'aider. Et qui d'ailleurs me l'ont dit, parce qu'ils m'ont écrit, ou ils se sont manifestés comme cela dans la campagne. Alors ce qui est important, si vous voulez, pour moi, c'est pas l'Élysée. C'est pas d'imaginer que la semaine prochaine, je franchirai le porche ovale de l'Élysée. Ce n'est pas ça. C'est de représenter un certain choix pour la France. Vous faites des promesses démagogiques. Ce que vous promettez, pourquoi ne l'avez-vous pas accordé plus tôt? D'abord, elles ne sont pas démagogiques. Je fais pas. Entre guillemets, si vous voulez. Très bien, mettez les guillemets. Je promets, j'ouvre un certain nombre de perspectives parce qu'il y aura un avenir. Mais votre question est très intéressante parce que là-dessus, il y a une volonté d'égarer les Français. On dit, comment se fait-il que quelqu'un propose quelque chose pour l'avenir qu'il n'a pas fait dans le passé? Bon, mais c'est toujours le cas. Car il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Supposez que soit M. Mitterrand, soit moi-même, soyons président de la République. Eh bien, à la fin de notre mandat, il y aura encore d'autres choses à faire. Nous ne dirons pas le monde s'arrête parce que notre mandat s'arrête. Alors, en 1974, il y a des choses à décider pour l'avenir. Et de même qu'au cours des dernières années, nous avons fait beaucoup de choses. La France a fait beaucoup de choses. Et je regrette que dans cette campagne présidentielle, on cherche à lui faire croire qu'elle n'a rien fait. Parce que vous circulez dans le monde, moi je l'ai fait aussi, et vous savez très bien que tout le monde considère que la France est un pays qui a énormément progressé. Et on dit, mais en effet, ce qui s'est passé en France, c'est très remarquable. Alors l'idée que la France est restée les bras croisés depuis 10 ans, est une idée qui est injuste pour la réalité française. Mais il y a toujours d'autres choses à faire. Si vous étiez président de la République, et s'il en était d'accord, prendriez-vous M. François Mitterrand comme Premier ministre? Question importante. Oui, c'est une question importante. Il y a un choix clair à faire. C'est un choix entre deux organisations économiques et sociales qui sont très différentes. Celle que je propose d'une part, celle que propose M. Mitterrand, et elles sont très différentes. Or, pour moi, la règle dans la politique, c'est la clarté. Et puisque les Français choisiront un certain type d'organisation, il faut que les hommes qui conduisent la politique aient dans l'esprit ce type d'organisation. Donc, compte tenu du choix de M. François Mitterrand, à l'heure actuelle, je vous réponds non. Par contre, il se trouve que dans ce qu'était le parti de M. Mitterrand, lorsqu'il est jusqu'à la Ve République, c'est-à-dire l'UDSR, il y a beaucoup d'hommes, la plupart d'entre eux, qui ont opté en ma faveur. Alors si M. Mitterrand était resté, en somme, dans ce parti, c'est quelqu'un qui aurait eu vocation à participer au responsable. Pour l'avenir, vous pourriez dire non, mais pour un socialiste. Je voudrais vous poser une dernière question. Vous connaissez cette phrase de Michelet, le difficile n'est pas de monter, mais en montant de rester soi. Non, ça n'est pas difficile de rester soi.
Et je veux dire, ce n'est pas pour moi le problème. J'espère rester moi, j'espère me perfectionner un peu, mais j'espère rester moi. Non, le difficile, en réalité, c'est de rester avec les autres comme les autres. Ce n'est pas d'être soi-même, c'est d'être aussi possible, aussi semblable que possible aux autres. C'est d'être comme les autres.